bienvenue sur le podcast des éditions Anacaona. Les éditions Anacaona sont une maison d'édition spécialisée dans la littérature et les essais, écrits majoritairement par des femmes, par des brésiliennes et des afrodescendantes. Dans ce podcast, nous parlerons donc de pensée décoloniale, de Brésil, de féminisme et d'antiracisme. Et j'en profiterai pour lire des extraits des livres. Bonne écoute! Lorsque ce livre a été publié, plusieurs personnes m'ont dit ne pas voir le lien entre le féminisme, thème de prédilection des éditions Anacaona, et ce livre sur le cannabis, Les fleurs du bien. C'était oublier que chez Anacaona, nous n'envisageons pas le féminisme sans un angle antiraciste et décolonial. Et c'est là que ce livre prend tout son sens, vous allez comprendre pourquoi. Avant toute chose, je tiens à émettre cet avertissement. Dans ce podcast, je ne cherche pas à faire une apologie du cannabis, mais simplement à sortir de la désinformation et des préjugés, où entre souvent un biais raciste et classiste. Au moment où le cannabis a été interdit en Occident, dans les années 30, le cannabis était en effet majoritairement consommé par les populations racisées d'Amérique, d'Afrique du Nord et d'Europe. Aujourd'hui, la France est le premier consommateur d'Europe, et je crois que c'est important de considérer le sujet sérieusement. Ce livre, Les fleurs du bien, m'a paru être un outil précieux pour s'informer sur les dernières études scientifiques en cours, connaître les populations à risque pour lesquelles le cannabis est déconseillé, et celles, nombreuses, qui pourraient en profiter. C'est ce que fait magnifiquement le livre de Siddhartha Ribeiro. Alors d'abord, je vais vous présenter brièvement qui il est, c'est un neuroscientifique, et je vais vous expliquer très simplement la différence entre le CBD et le THC. Ensuite, je vous raconterai l'histoire de Charlotte Figi, qui a fait basculer l'opinion nord-américaine. Je ferai également un petit tour des idées reçues et des groupes à risque. Et enfin, pour conclure, nous verrons quelles sont les personnes qui peuvent le plus profiter de cette plante et pourquoi nous avons tout à gagner à la légaliser. Alors, Siddhartha Ribeiro est neuroscientifique, professeur à l'Université fédérale UFRN au Brésil et l'un des spécialistes mondiaux sur le cerveau. Il est aujourd'hui un chercheur à la pointe sur les substances psychédéliques comme traitement médical pour la dépression. Il a d'ailleurs donné une conférence passionnante au Collège de France sur ce sujet. Je vous ai mis le lien sur le site Anacaona. Néanmoins, il avait envie d'écrire ce livre sur le cannabis pour des raisons personnelles. Il l'explique au début. Son frère a commencé à fumer à l'adolescence, ce qui a entraîné l'incompréhension de sa famille et sa stigmatisation, jusqu'à ce que la famille abandonne ses idées reçues et, au final, fasse la paix. Donc dans son livre, Siddhartha Ribeiro cherche à sortir de la panique morale et des idées préconçues qui règnent souvent dans les discussions autour de cette plante. En effet, depuis les années 20, cette plante a été diabolisée, culturellement ou moralement. Elle était présentée comme une porte d'entrée vers la dépendance et la criminalité, avant qu'on ne lui livre une véritable guerre à partir de la fin des années 30. Cependant, cette diabolisation avait un fort biais raciste, car aux États-Unis, c'étaient les populations noires et mexicaines qui étaient les principales consommatrices de cannabis. Malgré ses usages textiles et thérapeutiques millénaires, la plante a été calomniée, vilipendée et finalement interdite au Brésil, au Mexique, au Canada, au Royaume-Uni, etc. En 1961, les Nations Unies ont signé une convention internationale visant à interdire diverses substances, dont le cannabis. Pour la plupart des habitants de la planète, le cannabis était désormais une drogue toxique terrible, un stupéfiant dangereux. Et cette propagande négative s'est enracinée jusqu'à devenir une véritable panique morale. Comment avons-nous surmonté cette régression ? La révolution qui a transformé cette herbe maudite en un médicament de plus en plus apprécié par la société ne se serait pas produite sans une révolution des connaissances scientifiques liées au cannabis et à ses incroyables molécules. Siddhartha continue un peu plus loin. Au cours de mes années de doctorat et post-doctorat, j'ai donc été témoin de cette augmentation vertigineuse de l'intérêt scientifique pour le cannabis. Au milieu des années 90, personne ou presque ne s'y intéressait. Dans les premiers congrès internationaux de neurosciences auxquels je participais, les sessions sur le sujet n'attiraient pas grand monde et ce nouveau domaine semblait être une curiosité, digne tout au plus d'une note de bas de page dans les manuels de métabolisme ou de physiologie. Très vite, cependant, l'intérêt a explosé et, année après année, le sujet a commencé à occuper de plus en plus de place dans la programmation scientifique des congrès. Siddhartha mentionne le chiffre de 123 études scientifiques publiées dans Le Monde sur les cannabinoïdes en 1992.
En 2022, soit 30 ans plus tard, il y en avait 20 fois plus. Il répertorie 2662 études publiées sur le sujet. Il s'agit bien d'une révolution médicale. On fait une petite pause musicale avec Tim Maia, un grand chanteur brésilien des années 70, avec sa chanson Imunização Racional.
Alors les fleurs de cannabis renferment plus de 500 molécules, mais la quasi-totalité des recherches scientifiques se concentre uniquement sur 2 d'entre elles, le CBD et le THC, vous avez dû en entendre parler. Bien que chimiquement très proches, ces 2 molécules sont très différentes. Et il existe un nombre impressionnant de variétés de plantes de cannabis, selon justement leur teneur en CBD et en THC, ce qui explique qu'il existe des fleurs aux effets si divers. Alors que le THC provoque euphorie et accélération des pensées, le CBD calme l'esprit et facilite le sommeil. C'est pourquoi ces 2 molécules, qui tendent à être plus abondantes dans les fleurs de cannabis, expliquent la conception traditionnelle de la médecine chinoise, selon laquelle le cannabis contient les énergies yang et yin, c'est-à-dire des principes complémentaires qui se prêtent à d'innombrables fonctions selon le rapport entre l'un et l'autre. Le cannabis est une plante millénaire. Il a été domestiqué pour la première fois il y a environ 12 000 ans dans l'est de la Chine. Ce serait donc la plus ancienne plante cultivée au monde pour la fabrication de cordes, de tissus, de papier, d'aliments et de remèdes. Au fil des siècles, la plante a voyagé avec les humains et on trouve trace de son usage en Sibérie, en Inde, en Égypte ancienne, en Afrique subsaharienne, en Europe du Sud, avant d'arriver en Amérique avec les Européens et les Africains déportés. Il est temps que je vous raconte maintenant l'histoire de Charlotte Figi, qui a bouleversé les États-Unis et a contribué à changer la perception du public sur le cannabis. Son histoire a été une étape importante dans le chemin vers la légalisation. Donc l'histoire de Charlotte Figi est devenue célèbre aux États-Unis grâce au docteur Sanjay Gupta, neurochirurgien et principal expert médical de la chaîne CNN International, qui a complètement changé d'avis sur le cannabis au tournant des années 2010. Donc Charlotte Figi, elle est née aux États-Unis en 2006. Elle était atteinte d'une maladie génétique rare, le syndrome de Dravet, une maladie incurable caractérisée par de très fréquentes crises d'épilepsie. Pour contenir ces crises, ses médecins lui prescrivaient des médicaments anticonvulsifs qui provoquaient un état de torpeur et empêchaient son développement normal. À l'âge de 5 ans, Charlotte n'allait pas à l'école, se déplaçait uniquement en fauteuil roulant et pouvait à peine parler. Son état de santé semblait voué à empirer lorsque sa mère, Paige, a découvert que la molécule appelée cannabidiol, CBD, pourrait l'aider. Elle a visité une plantation des célèbres frères Stanley, producteurs de cannabis destinés au marché de l'usage récréatif, et a découvert qu'ils disposaient d'une variété de plantes à haute teneur en CBD et à faible teneur en THC. Une plante qui était jusqu'alors peu cultivée en raison de sa faible valeur marchande. Appelée ironiquement la déception du hippie, cette variété ne provoque pas d'altération de l'état mental, puisque justement il n'y a quasiment pas de THC. Et le traitement avec l'huile produite à partir de cette variété de cannabis a radicalement changé la vie de Charlotte et de sa famille. Les 300 crises d'épilepsie qu'elle avait par semaine sont devenues 3 par mois. Son sommeil et son alimentation se sont régularisés. Les interactions sociales sont devenues possibles. Charlotte s'est mise à jouer, à faire du vélo, à aller à l'école, à vivre. Et tout cela a été possible parce que l'État du Colorado a été l'un des premiers aux États-Unis à légaliser l'usage récréatif du cannabis en 2012. Et lorsque la nouvelle de ces progrès s'est répandue, des patients présentant des diagnostics similaires ont commencé à s'installer au Colorado avec leur famille afin de pouvoir bénéficier du traitement à base de CBD. Finalement, cette histoire passionnante a fait le tour du monde dans la série documentaire de Sanjay Gupta qui s'appelle Weed, qui est disponible sur YouTube et que je vous recommande. Parenthèse. Charlotte est devenue une icône du mouvement international en faveur de l'usage thérapeutique du cannabis, visibilisant des drames similaires vécus par de nombreuses personnes souffrant d'épilepsie. Lorsque les grands médias et les réseaux sociaux ont révélé le puissant effet antiépileptique des cannabinoïdes, les plaques tectoniques de l'opinion publique se sont mises à bouger. Comment refuser à des enfants atteints de syndromes épileptiques congénitaux le bénéfice du CBD, capable d'inhiber jusqu'à des centaines de crises d'épilepsie par semaine ? Comment justifier au père ou à la mère d'un ou d'une patiente que le meilleur remède pour sa fille ou son fils est interdit, même s'il peut être planté à la maison ? Les contradictions de l'interdiction du cannabis à des fins thérapeutiques apparaissaient enfin au grand jour et l'opinion publique a pris conscience des dangers de sa diabolisation. Il y a à peine quelques années, la police en civil rôdait dans les rues de New York, prête à emprisonner toute personne qui fumait en joint en public. Aujourd'hui, la ville regorge de boutiques destinées aux adultes et vendant des fleurs de cannabis de toutes sortes et des bonbons colorés fabriqués à partir de molécules dérivées de la plante. La culture souterraine des connaissances sur le cannabis
a éclos en une révolution scientifique qui a bouleversé l'opinion publique. Triste ironie, la guerre contre le cannabis a commencé à se terminer là où elle a été inventée, aux États-Unis. La Drug Enforcement Administration, DEA des États-Unis, a récemment pris une décision historique en reclassant la marijuana de l'annexe 1, drogue ayant un fort potentiel d'abus, à l'annexe 3, substance moins risquée. En 2022, le président américain Joe Biden a annoncé l'annulation de toutes les condamnations fédérales pour simple détention de cannabis. Personne ne devrait être emprisonné pour avoir simplement consommé ou possédé du cannabis, a-t-il estimé, en appelant les gouverneurs des États à gracier les personnes condamnées pour un simple délit de détention de cannabis. Par ailleurs, les ex-détenus pour possession de cannabis ont une préférence pour obtenir les licences de magasins de vente de cannabis. Enfin, des négociations sont en cours pour qu'une partie des taxes provenant de la vente de cannabis soit affectée à des programmes de réparation des dommages causés par sa persécution, un agenda qui converge avec l'agenda plus large des réparations antiracistes. Et ce point me semble fondamental, parce que je trouve que c'est un peu facile d'avoir persécuté et emprisonné des centaines de milliers, sinon des millions de personnes, pour ensuite dire « Oups, on s'est trompé, cette plante est super », et foncer tête baissée dans ce nouvel Eldorado capitaliste. Il faut réparer les dommages de cette guerre aux drogues qui a fait tellement de victimes et a ghettoisé des quartiers entiers, et ça continue encore. Donc aujourd'hui, le cannabis est totalement légalisé en Uruguay, au Canada, en Afrique du Sud, en Allemagne. D'autres pays l'ont légalisé pour un usage médical, mais pas encore pour l'usage récréatif. Donc c'est le cas de la majeure partie des États des États-Unis, de l'Italie, de l'Espagne. Mais on peut questionner cette distinction entre usage thérapeutique et récréatif. Car comme le dit Siddhartha Ribeiro, le plaisir de vivre ne favorise-t-il pas aussi la santé ? Alors parlons maintenant de quelques idées reçues sur le cannabis. Là encore, Siddhartha Ribeiro détaille bien plus ses arguments dans le livre et de façon vraiment très accessible. Alors je m'attarderai plus précisément sur l'idée que le cannabis rendrait schizophrène ou paranoïaque et sur les groupes à risque. Alors, le cannabis rend-il schizo ? Cette affirmation a été scientifiquement réfutée. Des études portant sur des centaines de milliers de personnes montrent que la corrélation se produit parce que les personnes atteintes de schizophrénie ont tendance à consommer davantage de cannabis que celles qui ne sont pas atteintes, probablement par automédication, parce que le CBD peut aider à soulager ces symptômes. Alors c'est vrai que le THC à forte dose peut induire des symptômes psychotiques aigus. Mais c'est différent du développement de la schizophrénie. Donc les personnes prédisposées à la schizophrénie ou qui souffrent d'autres psychoses devraient éviter le THC, insiste Siddhartha. Mais elles devraient aussi éviter l'alcool, par exemple. Donc le cannabis ne provoque pas de schizophrénie, et d'ailleurs l'augmentation de la consommation de cannabis de ces dernières décennies n'a pas entraîné d'augmentation de la prévalence de la schizophrénie dans la population. Alors y a-t-il des populations à risque ? Siddhartha Ribeiro insiste bien, le cannabis est une plante merveilleuse, mais c'est pas une plante miraculeuse. D'ailleurs, le miracle existe-t-il ? Donc tout comme certaines personnes sont intolérantes au lactose ou au gluten, il peut se passer la même chose avec le cannabis. Certains groupes devraient éviter d'en consommer, notamment les femmes enceintes et allaitantes, et les jeunes, qui constituent un groupe à risque. Il y a de bonnes preuves scientifiques du syndrome amotivationnel chez les jeunes qui consomment, et surtout qui fument, du cannabis. D'ailleurs, qui n'a pas connu d'adolescents transformés en larves après avoir fumé ? Cette envie de ne rien faire, sans être à strictement parler dangereuse, a des conséquences sur les études, bien sûr. Mais il existe des exceptions à la consommation de cannabis pour les adolescents atteints de certaines maladies, par exemple. Alors, d'un point de vue scientifique, l'adolescence se termine vers 25 ans. Donc, Siddhartha Ribeiro, dans son chapitre « Trop aimer les fleurs », recommande d'éviter la consommation de cannabis jusqu'à cet âge, 25 ans. Il insiste, la marijuana elle est profitable pour les adultes et les personnes âgées. Néanmoins, si on ne peut pas empêcher un ou une jeune d'en consommer, autant avoir une approche responsable pour réduire les risques. C'est pour ça que la réglementation est importante, car cela permet la traçabilité, ça permet de savoir exactement ce qu'il y a dedans, la proportion de CBD et de THC, etc. Alors avant de conclure, on fait une dernière pause musicale avec Marcelo D2 et sa chanson 420. C'est un hymne à la culture cannabique, qui est d'ailleurs un thème récurrent chez cet artiste.
Alors 4:20, ça fait référence à cette heure qui est un code culturel. 4h20, c'est ce moment de la journée qui serait particulièrement propice pour consommer du cannabis. Donc ce 420, c'est aussi l'appellation des divers rassemblements spontanés qui ont lieu dans le monde entier à 4h20 le 20 avril pour consommer du cannabis dans une atmosphère de partage, de dialogue, de bonne humeur, pour contester la législation prohibitionniste et pour encourager la recherche et le développement sur le cannabis. Claro, pô! Que onda careca desse cara! Corta esse papo! Essa merda vai explodir um dia desses. Essa merda só vai explodir quando a gente acabar com todo o fumo que tem em cima do planeta! The bells ring and I know, now it's 420, now it's 420, right now it's 420. Bells ring and I know, now it's 420, now it's 420, now it's 420. The bells ring and I know, now it's 420, now it's 420, right now it's 420. Bells ring and I know, now it's 420, now it's 420, now. Essa aqui é pra malandragem que não treme nem corre dos homens. E pras ruas que ainda chamam meu nome, eu vou fazendo a minha parada. Primeiro eu pego a cedo, bagulho de chavada, então eu jogo na seda. É porque isso vem da terra, então muito obrigado, senhor. Já tá enrolado, dá um fogo por favor. Tipo de neguinho que voa e só de primeira classe. Se tá na tua mão, puff, puff and pass. O mundo continua girando, o crush vai queimando. Pior que falador, continua falando. Mas eu vou te dar um papo que os amigos avisam. Vai na tua paranoia, mas não corta minha brisa. É que a cerveja tá gelada, irmão. Daquele jeito, bagulho de chavado. Daquele jeito, boné já tá pulado. Tênis desamarrado, som do carro ligado. Eu vou daquele jeito, sei que... The bells ring and I know, now it's 420, now it's 420, right now it's 420. Bells ring and I know, now it's 420, now it's 420, now it's 420. The bells ring and I know, now it's 420, now it's 420, right now it's 420. Bells ring and I know, now it's 420, now it's 420. Cheira esse mata aí, bicho! Alors pour conclure, le cannabis peut être fantastique pour les personnes souffrant de douleurs chroniques, de problèmes articulaires ou de déclin cognitif. De nouveaux fronts de recherche apparaissent également pour les maladies neurodégénératives comme la maladie de Parkinson ou d'Alzheimer. C'est pour cela que le cannabis est révolutionnaire en gériatrie. Le défi, c'est donc de convaincre les jeunes de commencer plus tard et de convaincre les personnes âgées qu'elles pourraient bénéficier d'une consommation raisonnable de cannabis. Pour les personnes souffrant de dépression, il existe de nombreuses preuves que le cannabis à faible dose, surtout lorsqu'il contient du THC, peut être un excellent antidépresseur. Mais si la dose de THC est trop élevée, la personne peut souffrir d'un syndrome amotivationnel et ça conduit à la dépression. Aujourd'hui, on traite également la douleur ou les effets secondaires de la chimiothérapie avec le cannabis, comme par exemple la perte d'appétit. Et de nouvelles recherches révèlent un potentiel antitumoral pour certains cancers. Il y a également des applications prometteuses dans l'autisme ou dans le traitement des crises d'épilepsie. Donc le cannabis constitue véritablement un nouveau terrain de recherche pour les scientifiques, avec des possibilités d'application infinies. Certaines fleurs sont parfaites pour rire, d'autres le sont pour se concentrer, se distraire, dormir, travailler, attendre, jouer, s'amuser, jouir, accoucher. Les effets des fleurs dépendent non seulement de leur génétique, mais aussi des caractéristiques de leur récolte, de leur maturation, séchage, de leur extraction et de leur administration. À ce stade, vous devez désormais y voir plus clair. Mais le cannabis thérapeutique concerne majoritairement la classe moyenne blanche, et pour les pauvres, les populations racisées, la guerre aux drogues est encore la principale cause d'incarcération et de décès. La guerre contre les drogues est bien plus toxique que n'importe quelle substance, et met en péril les 3 dimensions de l'usage, la substance, le corps et le cadre. Si l'on s'intéresse à la substance, l'interdiction ne permet pas de connaître les doses recommandées, la date de péremption ou la présence de contaminants. Si l'on s'intéresse au corps qui reçoit la substance, l'interdiction empêche le débat sur les groupes à risque et l'usage problématique. Et enfin, si l'on s'intéresse au cadre, l'interdiction génère toxicité et paranoïa par le biais de la violence et de la marginalisation. On me demande parfois si je suis favorable à la libération des drogues. En réalité, la libération générale a déjà lieu aujourd'hui, car n'importe qui, de n'importe quel âge, peut se procurer n'importe quelle drogue, et sans aucune garantie d'acheter réellement ce qu'il ou elle pense acheter. Alors que certaines drogues comme le cannabis sont interdites et diabolisées, d'autres comme l'alcool sont glorifiées à la télévision,
sans critères scientifiques ni protection de la société. D'ailleurs, j'ai fait une petite recherche sur le nombre de morts liés à l'alcool et au tabac chaque année en France. Pour l'alcool, c'est 49 000 morts par an, et pour le tabac, 75 000 décès par an en France. Pour le cannabis, a priori, aucune overdose n'a jamais été signalée. J'ai trouvé sur le site officiel Drogue Info Service le chiffre de 28 décès en 2017. Le cannabis est cependant impliqué dans les accidents de la route. J'ai trouvé sur le site officiel de la sécurité routière le chiffre de 23% des décès, soit 790 personnes, qui sont mortes dans un accident impliquant un conducteur positif aux stupéfiants. Mais ce mot stupéfiant englobe tout. Des drogues comme l'héroïne, la cocaïne, la MDMA, ce qui n'a pas grand-chose à voir avec le cannabis. Bref, il me semble que la disproportion est énorme entre les effets de ces drogues autorisées que sont l'alcool et le tabac et les effets du cannabis. Comme je le disais en début d'épisode, il est difficile de ne pas voir un biais raciste dans cette guerre aux drogues. Je terminerai sur cette phrase de Siddhartha, où il dit, page 56, « La protection des personnes qui font un usage problématique du cannabis ne viendra pas de son interdiction, mais de la connaissance scientifique de leur nocivité potentielle, de leur groupe à risque et de leurs mesures protectives. Le cannabis est incontestablement une plante extrêmement utile, héritée de celles et ceux qui sont venus bien avant nous. Ne pas honorer, célébrer et diffuser cet héritage ancestral est hérétique et stupide. » Bon, j'espère que vous êtes un peu mieux informés et que vous comprenez pourquoi j'ai décidé de publier ce livre « Les fleurs du bien ». Il est temps de faire avancer le débat en France et l'expérience des autres pays nous montre que ce sont les citoyennes et les citoyens qui, en se mobilisant, ont fait peu à peu plier les autorités. Donc si l'Allemagne ou le Brésil, pour ne citer qu'eux, ont pu le faire, pourquoi pas nous ? Donc lisez Les fleurs du bien de Siddhartha Ribeiro et vous aurez ainsi des arguments face aux personnes qui s'opposent à la légalisation. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, merci de nous avoir écoutés. Ce podcast a été réalisé par Lio Vargas, que je remercie chaleureusement. Vous pouvez trouver nos livres en librairie et sur anacaona.fr pour vous approvisionner à la source en direct de la productrice. N'hésitez pas à aller sur le site, tous les livres ont les premières pages en lecture libre, ça vous permettra de vous faire une idée. Sur le site, vous avez également la possibilité de vous inscrire à notre infolettre. Pas de panique, j'en envoie pas beaucoup, juste pour les nouveautés et les rencontres. Car nous essayons autant que possible de faire venir nos auteurs, nos autrices du Brésil, ce qui est toujours l'occasion de rencontres super enrichissantes. Vous pouvez d'ailleurs en retrouver certaines en vidéo, là encore sur le site. Bref, que ce soit par l'intermédiaire du podcast, des livres ou de nos rencontres, je vous dis à bientôt. Un abraço.